Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode expert. C'est Sonia Aliane, consultante en lactation IBCLC, qui nous rejoint pour parler du tire-allaitement. Elle va bien entendu nous expliquer en quoi cela consiste, dans quel cas se tourne-t-on vers le tire-allaitement, qu'il soit exclusif ou non, et peut-on changer d'avis au milieu de l'aventure. On définira aussi les besoins d'une maman qui tire-allaite, que ce soit côté matériel, côté environnement, et on se demandera comment se faire accompagner dans cet allaitement. À vous les mamans qui tire-allaiter, chapeau. Ce n'est pas la façon la plus simple d'allaiter, certainement la plus chronophage, mais c'est un allaitement à part entière. À vous qui vous posez la question de savoir si c'est une bonne solution ou non, j'espère que cet épisode vous donnera des réponses. N'oubliez jamais que ces épisodes experts sont là pour vous donner des clés, mais ne remplaceront jamais une consultation avec un professionnel formé dans ce domaine. Vous écoutez donc l'épisode 51 de Milkshaker. C'est parti. Bonjour Sonia, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Sonia, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une problématique, enfin non pas vraiment d'une problématique, mais d'une façon d'allaiter. On va parler du tire-allaitement. Eh oui. Alors, pour commencer Sonia, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le tire-allaitement ? Est-ce qu'il y a différentes façons de tire-allaiter ? Alors oui, le tire-allaitement, vraiment on peut parler aussi de tire-allaitement exclusif, comme d'allaitement exclusif. Le tire-allaitement exclusif, ça va être de choisir de donner son lait seulement par un contenant. C'est-à-dire on va tirer le lait et puis on va le proposer ou à la tasse ou à la cuillère ou au biberon d'une manière différente. On peut aussi parler de tire-allaitement mixte, c'est-à-dire que pour une reprise de travail, on a besoin de confier son bébé toute la journée, ou on part en déplacement, etc. Et puis quand on retrouve son bébé, on remet son bébé au sein. Mais sur le tire-allaitement exclusif, on sera vraiment sur un bébé qui n'ira pas au sein, qui aura seulement le lait de sa maman autrement que par son sein. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit, ou non d'ailleurs, de tire-allaiter ? Alors, on va trouver plusieurs raisons. Tout d'abord, on peut avoir des mamans, une fois que le bébé est né, qui étaient déjà parties sur un allaitement, une envie d'allaiter. Et puis, le bébé naît et les conditions ne sont pas idéales. Un bébé qui va naître trop tôt, un bébé qui aura une pathologie, par exemple, au niveau de sa bouche. Ça, on va avoir des complications au départ pour mettre le bébé au sein. Et du coup, la maman on va lui proposer de tirer son lait. Ça, c'est une première chose. On va aussi trouver des mamans qui ont des professions très prenantes et de par ce fait elles vont vouloir donner le meilleur à leur enfant, donc tirer leur lait et le donner soit au biberon, soit par d'autres contenants. On peut aussi retrouver parfois certaines mamans qui auront subi des traumatismes à type de violence ou d'abus sexuels. Et dans ce cas, pour elles, ce sera très difficile d'offrir à leur bébé cette partie très intime qui aura été un petit peu mise à mal à un moment donné. Donc elles vont se porter vers ce choix-là. Dans la pratique, Sonia, qu'est-ce qui se passe quand on décide qu'on va tire-allaiter ? Donc partons du principe que c'est la naissance du bébé est passée, maintenant il faut qu'il se nourrisse et je décide de tire-allaiter. Qu'est-ce que je dois avoir en ma possession déjà pour tire-allaiter ? Si c'est dès le départ un tire-allaitement, il va falloir qu'on ait un tire-lait de pointe, si je puis dire. Un super tire-lait au départ pour booster un petit peu la lactation et puis aider au démarrage déjà d'une première part.
d'une première chose, pardon. Du coup, on va avoir des tire-laits comme le Medela, Symphonie, qui ont une phase de stimulation qui est très importante. Et puis après, on va pouvoir tirer le lait de cette façon, ce sera plus optimal. Ça, c'est une première chose. Et par la suite, on pourra changer, évoluer vers un tire-lait qui sera plus compact, plus adapté, par exemple, qui pourra marcher sans avoir de batterie, sans être chargé au secteur et marcher avec une batterie. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres que le Medela pour faire de la pub à tout le monde équilibrée? Et ben après, pour la reprise du travail, on peut faire aussi avec le Spectra, qui est très bien, très adapté. Pour une reprise de travail qui est compacte et qui marche sur sa batterie. On le recharge la nuit comme son téléphone et puis on peut partir la journée avec ça. Ok, très bien. Donc pour un démarrage, voilà, c'est quand même très conseillé d'avoir un Medela Symphonie. Donc c'est cet appareil jaune que vous ne pouvez pas louper. Il est en général dans les services, dans les maters, etc. C'est un des plus recommandés. Et puis après, vous pouvez passer sur des choses un peu plus pratiques parce que c'est vrai qu'embarquer son Medela Symphonie partout n'est pas passionnant. Donc, un bon tire-lait, et on ne prend pas le même, comme tu disais, en fonction de si on démarre tout de suite sur un tire-allaitement ou si on y passe pour une reprise du travail, par exemple. Je vous invite à réécouter l'épisode sur la reprise du travail. Le tire-allaitement, c'est un sujet sur lequel on va naviguer entre le tire-allaitement exclusif qui démarre tout de suite après la naissance d'un enfant et le tire-allaitement qui s'installe au fil du temps parce qu'il y a un souci et que finalement cette maman passe sur du tire-allaitement, mais aussi le tire-allaitement pour la reprise du travail. Donc en fait, on fait du mixte, un coup on est au sein, un coup on est sur un autre contenant. Donc n'hésitez pas à réécouter l'épisode sur la reprise du travail, je vous le remettrai en note parce qu'il y a beaucoup d'informations sur ce sujet-là aussi. De quoi d'autre on a besoin, à part de ce super tire-lait pour extraire le lait de nos seins? Alors, et ce super tire-lait, il doit aussi être à double pompage. Ça, c'est super important parce que ça va réduire de moitié le temps de tirage. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on va y passer beaucoup de temps. Ouais. Donc il faut qu'on soit efficace et rapide. Et puis, en plus, quand on va stimuler les deux seins, le volume obtenu va être forcément plus important. Ça va plus stimuler que si on fait un sein, puis après l'autre. Ça, c'est important. Il faut que la lactation soit bien établie pour commencer avec les tire-laits plus compacts comme on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante. C'est pas adapté de prendre un tout petit pratique génial au départ. Il faut vraiment partir sur un qui va stimuler la lactation. Et après, quand c'est bien mis en place, qu'on arrive à des quantités intéressantes, là, on va pouvoir partir sur des modèles plus sympas, quoi. Ok, très bien. Tu parlais du temps qu'on va y passer. C'est vrai que le tir-allaitement a ses avantages et ses inconvénients. Est-ce qu'on peut revenir sur cette partie avantages-inconvénients? C'est quoi les grands avantages du tir-allaitement et les grands inconvénients? Alors, il faut rappeler déjà que souvent, c'est pas toujours choisi le tir-allaitement. C'est parfois et très souvent subi par les mères. Mais c'est un choix, j'ai envie de dire, un choix d'amour, puisqu'on veut donner le meilleur à son enfant. C'est toujours mieux de compléter avec du lait maternel qu'avec du lait artificiel en termes de bénéfices santé. Mais ça va coûter beaucoup en termes de temps et d'énergie à la maman. Donc ça, c'est vraiment... l'avantage, c'est d'avoir le meilleur don de lait pour son bébé. Le gros désavantage, c'est que ça va doubler le temps en termes de... Il faudra tirer, le temps pour laver les tétrelles, le matériel, et puis le temps pour donner à son bébé. Donc c'est vraiment un travail intense. Ouais, c'est quand même l'allaitement avec un petit handicap, quoi. C'est l'allaitement sport. Je veux dire que c'est parfois décrié dans le sens où ça n'aurait pas la même valeur qu'un allaitement. Je trouve que... double valeur. Ouais, double valeur, c'est vraiment un travail de folie parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et les mamans qui le font, bravo quoi, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Ouais, donc l'inconvénient c'est le temps quoi. Tout à fait, surtout là on a parlé d'un petit bébé qui naîtrait prématuré, on a parlé d'un bébé pourquoi pas malade, ce genre de choses. Dans un postpartum, c'est compliqué, il y a ça aussi à gérer, donc émotionnellement c'est difficile, on dort peu, on va devoir se réveiller la nuit pour tirer aussi, alors peut-être que bébé dort. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un don de soi à part entière. Ok, oui, déjà l'allaitement en est un, mais là c'est encore une autre étape. En dehors de ce tire-lait super génial, puis compact, dont on a besoin, qui soit double pompage, de quoi d'autre on a besoin en termes de matériel?
Alors, bien sûr, il va falloir avoir le kit avec les tétrelles adaptés, etc. Ça, c'est super important de vous faire conseiller parce que c'est pas évident, qu'on n'a pas tous la même anatomie. Parfois, d'un sein à un autre, la taille de la tétrelle peut être différente. Donc, il ne faut pas se tromper. Si c'est trop petit, si la tétrelle est trop petite, vous allez vous blesser. Et si c'est trop grand, vous n'allez pas être optimal dans le tirage. Vous allez passer du temps et voir que c'est un peu vain vos efforts. Donc, faites-vous bien entourer pour ça. Alors, qui nous entoure pour choisir la taille de nos tétrelles, justement ? Alors, qui vous entoure À qui on peut faire confiance ? On peut faire confiance à une consultante en lactation IBCLC, par exemple. Ça, c'est déjà pas mal. Prêche pour sa paroisse. Je prêche pour ma paroisse, évidemment. Dans les services, vous allez toujours trouver des gens formés et des gens moins bien formés. C'est pour ça que je vous mets un petit peu en garde. Faites-vous confiance. Si vous sentez que ça colle pas, que ça vous fait mal, non, c'est pas normal. Si ça vous fait mal, c'est pas normal. Alors au départ, on peut ne pas avoir du tout. Par exemple, le premier tirage, vous n'aurez peut-être pas du tout de lait. Il faut que ça se mette en place. Mais si ça dure dans le temps, que vous voyez trop d'aréoles dans la tétrelle, c'est ça dans les faits. Faites-vous conseiller, ne restez pas seul comme ça avec vos soucis. Il faut vraiment trouver, il faut que ce soit efficace, quoi. Dans mon souvenir, parce que moi j'ai pas de tire-à-laiter, mais j'avais un tire-lait qui me servait de meilleure amie. Je crois qu'il y avait des réglettes qui te, je sais pas si c'était de m'aider là ou je ne sais quoi, mais qui viennent en fait se caler. C'est comme une feuille trouée d'un rond et ce rond serait la taille du mamelon. Et permettrait d'avoir une idée déjà. Ça, c'est facilement trouvable. Est-ce qu'on en trouve, je sais pas, peut-être sur Internet? Est-ce que... Oui, vous allez pouvoir en trouver sur Internet. Bon, je vais encore dire des marques, c'est pas bien, mais chez Grandir Nature, ils ont des petits comme ça, comme tu l'as très bien dit, des feuilles avec un trou où vous pouvez mettre sur votre poitrine, voire au niveau du mamelon. Si c'est à un moment donné où vous n'avez pas tiré, pas stimulé du tout, il faudra rajouter un petit peu, une taille au-dessus, une marge. Et sinon, si vous le faites en fin de tirage, ce sera la bonne taille. D'accord. Chez Grandir Nature, ou vous avez aussi chez Suckle, qui est aussi une société qui loue des tire-laits, qui pourra bien vous conseiller. Ok, donc ça vraiment, on fait quand même attention. Alors soit vous avez un truc, ça a l'air de bien convenir. Peut-être que j'essaierai de vous trouver pas une illustration, une animation qui explique comment le mamelon doit venir s'étirer entre guillemets dans la tétrelle pour que ça se passe bien, parce qu'en effet, il faut ni vous blesser, ni que ce soit inefficace. Sinon, on l'a dit, c'est déjà pas facile de tirer à l'été, mais si en plus vous n'avez pas le bon matos, c'est quand même vraiment pas cool. Donc, les tétrelles, le tire-lait, les contenants. Les contenants. Alors là, ce sera, j'ai envie de dire, à votre guise. C'est vous qui allez voir, et puis en fonction de l'âge de bébé aussi. Au départ, ce ne sera pas la même chose que quand on va partir sur des plus grandes quantités. Si vous faites de tire-allaitement exclusive et que c'est OK pour vous, ça peut tout à fait être au biberon, sans aucun souci. Et puis vous avez d'autres contenants. Je crois que tu avais fait un épisode sur le sujet avec tous les contenants, les cups, etc. Tout à fait, je vous le remettrai dans les posts. Donc voilà, il faut prendre son temps. Si vous allez partir sur du mix, c'est-à-dire si vous voulez préserver un allaitement au sein après par la suite, on a énormément entendu parler de ce syndrome un petit peu confusion sein-tétine. Moi, j'aime bien parler de préférence, dans le sens où ça va être une préférence de débit. C'est-à-dire que souvent, quand on donne le biberon au bébé, on a un bébé qui est assez allongé, avec le biberon qui va venir complètement sur sa bouche, et finalement, il faut qu'il gère un petit peu ce flux de lait. Ça vient très vite, il n'a pas d'effort à faire. Eh bien, c'est dans ce cadre-là qu'il peut arriver que le bébé se dise « Bon, là, c'est hyper plus simple, je suis un peu frustrée au sein, je fais des efforts et ça vient moins vite. » Ce qui est intéressant maintenant, et c'est les nouvelles recommandations pour donner le biberon, c'est d'avoir un bébé qui va être plutôt demi-assis, avec un biberon à la verticale parallèle au sol. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être physiologique pour le bébé. C'est-à-dire qu'on va respecter, comme ça, s'il a besoin de faire une pause, il pourra faire une pause, il pourra aller à son propre rythme. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ainsi, on évite ces histoires. Et d'autre part, souvent, quand on a un bébé qui a une succion qui est OK ou une succion qui est correcte, on ne va pas vraiment retrouver ce syndrome, finalement. Et il faut vous faire confiance aussi, là aussi, si vous voyez votre bébé, au bout de 2 ou 3 fois que vous avez introduit un biberon et qu'au sein, il est moins bien, il est un peu perdu,
Ça peut être sympa de prêcher pour la paroisse de ma collègue, d'aller voir une petite ostéo, de faire un petit point sur la succion. Et puis, comme ça, on met les choses au clair. Mais et puis de rencontrer une IBCLC qui va venir la tester, cette Ouais. succion, et essayer d'évaluer comment peut-être ce bébé au sein, est-ce que la succion a l'air correcte, incorrecte, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir l'aider, parce que un bébé qui décide, parce que vous lui avez donné 3 biberons, que le sein, finalement, il en veut plus, en fait, c'est pas qu'il en veut plus, il est en train de vous montrer une difficulté. C'est qu'il y a une difficulté pour lui à cette succion au sein, et que peut-être que pour lui, le biberon, là, ça semble plus adéquat, mais il n'y a pas de biberon plus adéquat pour la bouche d'un bébé qu'un sein. Enfin, c'est qu'il montre une difficulté, il faut essayer de la trouver et d'essayer de la régler, si c'est quelque chose d'important pour vous. Tout à fait. Ça a été un peu stigmatisé, cette histoire de confusion, en fait. Et c'est vrai que les mamans que je rencontre en accompagnement, parfois, elles sont presque gênées de me dire qu'elles ont donné un biberon, alors qu'à un moment donné, elles ont eu besoin pour une raison qui est OK, parce que c'est elle, la maman, c'est elle qui décide. Donc, il faut regarder son bébé, se faire confiance, mais c'est pas le diable en personne, le biberon. Si c'est OK pour tout le monde, c'est OK, il n'y a pas de souci. Ok, donc on choisit une tétine plutôt longue et ronde plutôt que courte et plate. On ne citera pas de marque pour pas être désagréable avec les marques qui font des tétines courtes et plates, mais on les a dans le pif. C'est plutôt un argument marketing, on est d'accord, qui ressemblerait à la forme du sein, sauf que il faut avoir toujours en tête que le mamelon, il s'allonge de 2 fois sa longueur dans la bouche du bébé, donc ces tétines, elles collent pas, quoi. Non, ça colle pas. Ça colle s'il y a un trouble de succion, plus facilement d'ailleurs. Alors, ensuite, on a besoin donc d'un contenant pour que le bébé puisse prendre ce lait, ça on en a parlé. On a besoin de sachets de conservation. Alors, vous allez en trouver maintenant à peu près partout dans les pharmacies et même dans certains grands supermarchés, qu'on ne citera pas bien sûr. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, il y en a de plus en plus partout, c'est très pratique. Il me semble qu'il y en a des réutilisables. Ça évite d'avoir tout son stock de biberons au congélateur, etc. Donc c'est super. Au départ, ce que vous pouvez faire comme petite astuce aussi, il y a toujours le fameux bac à glaçons. Comme au début, c'est des petites quantités. Ça peut être sympa. Et puis... vous pouvez les ressortir aussi pour d'autres raisons, des soins au bébé, les soins de cordon, sur les fesses de bébé, tout ça. Bien sûr, pas en mode glaçon, on attend que ce soit réchauffé. Mais c'est OK. En mode glaçon. Ok. Qu'est-ce que j'ai besoin de quoi ai-je besoin d'autre pour tirer à l'été? Ce qui peut être sympa, c'est d'avoir un petit linge au départ. Parce que parfois on est un peu, je sais pas, c'est comme sur le compteur, on est fixé et on attend la fameuse goutte qui va perler et du coup ça nous bloque un petit peu. Donc il faut essayer de penser à autre chose. Il y a certaines mamans qui mettent un petit linge sur les tétrelles, comme ça elles voient plus rien. D'autres qui mettent les biberons qui sont accrochés à la tétrelle, elles les mettent dans des chaussettes, comme ça elles voient pas du tout le lait qui coule, ça peut être pas mal. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas se focaliser sur combien on a tiré. Il y a certaines mamans qui vont à ce moment-là aimer lire un livre parce que comme ça elles vont se concentrer sur autre chose. Elles regardent leur livre. Bon, maintenant on regarde beaucoup nos téléphones, faut dire vrai. Donc ça peut être ça aussi. Enfin, quelque chose Écouter un milkshaker. Exactement, écouter un super podcast. Ça peut être quelque chose qui vous détende et qui fasse qu'on porte l'attention sur autre chose. Est-ce que c'est utile d'avoir une brassière spéciale pour le tir-allaitement? Tu sais, ces brassières où tu as un trou dedans là et que ça te permet du coup de ne pas avoir à tenir les tétrelles. Alors c'est quand même drôlement pratique quand on a les 2 tétrelles et qu'on doit rester, on n'a même pas beaucoup de place pour y mettre un smartphone quelque part. Ouais. Donc ça peut être sympa, mais on n'est pas obligé d'investir. Il y a aussi plein de systèmes D. Une système D super bien, je suis sûre que vous avez tous acheté les fameux slip filets horribles qu'on demande à la maternité. Oui. Et ben, j'ai une collègue infirmière qui faisait ça parce qu'on en a en maternité. En fait, vous coupez l'entrejambe et vous faites 2 trous au milieu, et du coup, ça cale aussi bien qu'une brassière qui doit être à peu près dans les 40 €. Super. Donc, si vous n'en avez pas besoin pour très longtemps, c'est pas la peine d'investir. S'il y en a besoin, ça peut être un cadeau de naissance et ce sera rentabilisé si c'est dans le long terme. Mais si c'est pour quelques temps... Ouais, moi, je faisais ça avec un bandeau de peau à peau qu'on m'avait donné à la maternité, qui était un peu épais, et en effet... mais c'était en néonate qu'on m'avait donné ce tips. Je ne sais pas, une matière un peu élastique qui se met autour de toi. Et c'est vrai que j'avais fait des trous dedans, et je crois que je les ai toujours d'ailleurs.
J'essaierai de vous faire une photo. Je crois que je les ai on va toujours, voir ça. pas de moi dedans, mais parce que c'est pas si stylé que ça. Mais mais il y avait des trous dedans et donc ça tenait pas si mal que ça les tétrelles, donc ça peut être une solution. Ou trouver un de vos soutifs auquel vous ne tenez pas. Voilà, tout est possible, mais en tout cas c'est vrai que c'est pratique de pas avoir à tenir ces. Une brassière de sport que vous aimez plus ou que vous avez plus l'envie de faire du sport tout de suite, ça si peut vous être rentrez ok. encore dedans après que vos seins aient pris 3 tailles. Il faut voir, il faut voir. Un débardeur qui est devenu trop petit. Bref, il y a plein de petites astuces qui peuvent éviter d'investir. Ça, c'est selon les envies de chacune. Ok, très bien. Et le lavage du matériel du tire-lait, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut stériliser à chaque fois, pas stériliser à chaque fois? Est-ce que le liquide vaisselle, ça suffit? Oui. Alors en fait, stériliser, c'est ok quand vous allez faire des dons à la maternité. Au lactarium, pardon, pour les maternités ou les néonates, ça c'est ok. Mais en fait, à la maison, on n'a pas forcément besoin. Ça suffit de laver à l'eau et au liquide vaisselle, comme tu disais. Et si vous faites vraiment beaucoup de tirage dans la journée, il y a la petite astuce, vous tirez votre lait, vous le mettez dans un sac congélation que vous laissez au frigo, et vous lavez tout ça juste une seule fois par 24 heures ou par 12 heures comme vous voulez, mais 24 heures c'est ok, ça suffit selon les recos. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc ça enlève pas mal de logistique, ça si on fait qu'une fois par 24 heures. Ouais, tout à fait. Et bien penser à les sortir un petit peu avant, parce que le froid peut inhiber le réflexe d'éjection. Donc voilà, si vous avez du froid, c'est pas trop compatible avec l'ocytocine, la sensation de froid. Okay. Donc voilà, pensez un petit peu à les sortir un peu avant. Ok, très bien. Donc là, on a tout notre matos dont on a besoin pour faire du tir-allaitement, c'est ça? C'est ça. Maintenant, toujours sur le côté pratique, mais plus le matériel. Comment ça se met en place, ce tir-allaitement? Combien de fois je dois tirer en fonction de l'âge de mon bébé? Partons d'un bébé, voilà, on décide de mettre en place un tir-allaitement pour soit c'est subi, soit c'est choisi, mais en tout cas, on décide de mettre en place un tir-allaitement tout de suite. Combien de fois par jour est-ce que je dois tirer? Combien de millilitres il faut que j'ai? Est-ce qu'il y a des calculs à faire? Raconte. Alors, il faut tirer, ce sera entre 8 à 10 fois par 24 heures. Sachant qu'au tout début, c'est plutôt recommandé, on va tourner autour des 10 fois. Hein. Donc c'est vraiment un job à plein temps, ça va nous faire environ toutes les 2-3 heures. Après, on peut se laisser une petite pause un peu plus longue la nuit, à un moment donné, laisser 4 heures pour récupérer un petit peu. En ayant en tête qu'on a toujours un pic de prolactine vers 5 heures du matin. Donc il faut garder une tétée, il faut absolument tirer aussi la nuit. Parce que ça va booster la lactation encore davantage. Et en plus, ce sera stimulant pour vous parce que vous allez, dans ces heures-là, avoir encore plus de lait. Donc moralement, ça fait du bien, ça motive. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Vous allez pouvoir tirer votre lait environ 15 minutes. 15 minutes à double pompage. C'est suffisant pour le démarrage. Et puis, bien se tenir au rythme, surtout au départ, jusqu'à temps que ça se mette en route. Une fois que c'est bien établi, vous allez pouvoir, souvent on note un petit peu ce qu'on a récolté comme lait. Quand sur une semaine, vous verrez que vous êtes à peu près sur les mêmes quantités, vous allez pouvoir un petit peu baisser le rythme de tirage et passer par exemple à 3-4 heures, puis à 4-5 heures au fur et à mesure. Mais vraiment, quand vous allez voir que vous allez être... au départ, vous allez avoir un pic, vous allez monter progressivement en quantité, ça va être différent d'une femme à l'autre. Et puis après, vous arrivez sur un plateau où ça va plus trop bouger en termes de chiffres, et là, vous allez pouvoir diminuer les tirages. D'accord. Ok. Donc on s'inquiète pas finalement si ça stagne à un moment, c'est normal. Non, c'est normal. Ça va être votre capacité à vous de production. Ouais, c'est notre capacité de production et de stockage. Ouais. On n'a pas toute la même capacité de stockage et du coup, si on parlait d'un allaitement classique, il y a des bébés qui reviennent de façon normale plus souvent au sein que d'autres. Quand on a une grande capacité de stockage, on a un bébé qui va pouvoir tenir plus longtemps qu'un bébé d'une maman qui a une petite capacité de stockage. Et du coup, ma question, c'est est-ce que cette règle-là s'applique au tir-allaitement et que du coup, une maman avec une petite capacité de stockage va devoir maintenir plus de tirage dans la journée, comme l'autre maintiendrait plus de tétées, que celle qui a une grande capacité de stockage. Oui, tout à fait. Et oui, si la maman, elle a une capacité qui est quand même plus faible qu'une autre, entre guillemets, mais un bébé qui a beaucoup besoin, elle va devoir maintenir ses tirages. Oui, donc c'est vraiment l'alliance entre les besoins du bébé et ce que la maman produit qui va dire combien de tirages il faut maintenir en fonction de ce qu'on arrive à tirer, c'est ça? Ça reste la loi de l'offre et de la demande, même si la demande n'est pas directe avec un bébé au sein, mais ça reste quand même cette loi-là. Plus il y a du lait qui sort de la poitrine, plus on va produire.
Ça, c'est un fait. Pour certaines, ça va se mettre vite en place et on va arriver vite au plateau satisfaisant. Donc, elles pourront baisser à ce moment-là. Pour d'autres, ça va prendre plus de temps et elles devront maintenir. D'accord. On n'est pas tout égal à ce niveau-là. Et donc, question qui en découle, est-ce qu'on peut définir en fonction, par exemple, du poids d'un bébé, le nombre de millilitres dont on a besoin sur 24 heures, par exemple ? Tout à fait. Il y a une règle qui s'appelle la règle d'Aper. On calcule le poids du bébé, on rajoute 250, ça nous donne une dose, et on va diviser par le nombre de biberons par jour. Et ça, c'est la règle qu'on donne aussi pour le lait, les préparations pour nourrissons. Tout à fait. Ouais. Ça nous donne une vision globale des choses. En fait, il n'y a pas d'autres règles qui existent spécifiquement pour l'allaitement que cette règle d'Aper qui existe, mais ça nous donne une bonne indication. Bon, après, on est à plus ou moins 10 ml au départ suivant les bébés. En général, ça nous donne une bonne indication des besoins du nouveau-né. D'accord. Donc, le poids du bébé, plus 250, oui. divisé par 8 ou 10, ça dépend le nombre de, en fonction du nombre de biberons. Si c'est un bébé qui prend plutôt toutes les 2 heures, ou toutes les 3, ou toutes les 4 heures. Ok, très bien. Est-ce que pour tirer mon lait, j'ai besoin de conditions particulières ? Alors, ce qui va être important, c'est de vous détendre. Facile à dire. C'est pas facile. Surtout qu'un tire-lait, c'est crispant. Voilà, il est vachement moins beau que votre bébé, ça c'est sûr. Ah ouais. Donc, ça c'est difficile. Donc, ou vous avez une petite photo de votre bébé à côté de vous, ou un petit lange. Le lange qui marche avec l'odeur de maman, ça marche aussi dans l'autre sens. Ça marche pour la maman avec l'odeur du bébé. L'odeur de votre bébé va vous faire sécréter de l'ocytocine. En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment... L'ocytocine, c'est l'hormone qui va permettre la libération du lait, d'éjecter le lait, et c'est l'hormone du bien-être et de l'amour. Donc voilà, si vous avez votre chérie à côté, ou vous parlez et que ça va, ça peut marcher aussi. Voilà, et d'essayer d'être dans un moment plaisant. Après, si vous êtes à la maternité ou en service de néonat, l'ocytocine, c'est quand même moyen stimulant. Donc on essaie de se faire un petit thé chaud à côté, quelque chose qui vous fasse plaisir. En postpartum, clairement, souvent on compense aussi par la nourriture. Donc si c'est un morceau de chocolat qui vous fait sécréter de l'ocytocine, eh ben on y va. Quelque chose qui vous fasse plaisir. Go sur les Twix. Exactement. On verra après le corps de rêve. C'est ça. Ok, donc du coup on se met dans un environnement le plus propice possible. Il faut que ce soit au maximum de ce que c'est possible relaxant. Est-ce que ça marche comme pour les tétés au sein ? Est-ce qu'on a tout le temps soif quand on tire à l'aide ? Oui, on a aussi ce fameux pic d'ocytocine, c'est lui qui nous donne soif. Donc ça sert à rien d'aller essayer de boire 2 ou 3 litres, c'est pas ça qui va nous faire augmenter notre production, pas du tout. Mais souvent on ressent cette sensation de soif, donc il faut y répondre pour avoir une hydratation adaptée en fait à nos besoins. Ce qu'on peut faire aussi, tu parlais tout à l'heure des capacités de production, etc. Au départ, on peut essayer de booster un petit peu les choses justement pour que ce soit optimal et en fait, quand on vient au départ avec un allaitement qui a bien été sollicité, bien boosté, etc., c'est gage pour la suite aussi d'un allaitement qui roule. Et d'un tire-allaitement qui roule, ça marche aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous tirez votre lait, au tire-lait, après vous pouvez faire quelques minutes d'expression manuelle. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cette technique, ça fait normalement partie des objectifs des maternités, c'est-à-dire que chaque femme qui allait devrait sortir en ayant appris ce geste. Ouais. Bon, je sais, on en est loin. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ce geste, c'est important de savoir, même pour d'autres raisons. Par exemple, si vous avez à un moment donné un début d'engorgement, savoir faire pour comment vider ses seins, même quand on n'a rien sous la main, même quand c'est juste sous la douche, ou même pour vider dans un verre, etc. Ça peut être quelque chose qui vous soulage. Donc l'expression manuelle, vraiment de tirer votre lait à la main. C'est quelque chose qui va booster la lactation, de faire ça à la fin du tirage. D'accord. Quelques minutes après. 4-5 minutes, ça peut suffire, ça va bien booster les choses. Si malgré tout ça, on trouve que la lactation est un peu fainéante, disons. Sûrement pas le mot adapté, mais disons que ça coince un peu, ça n'avance pas comme on le souhaiterait. Et peut-être que notre bébé a l'air d'avoir plus besoin que ce qu'on arrive à tirer. Est-ce qu'il y a d'autres façons de booster notre production lactée ? Alors là, on a parlé des façons un petit peu... manuel, technique. On peut aussi avoir des tisanes qui marchent bien. Les tisanes d'allaitement, ça marche bien. Il y en a beaucoup fenouil, donc
faut aimer le fenouil. Il y a des marques qui ont sorti aussi aux fruits rouges. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. N'hésitez pas, je trouve que c'est bien parce que le fenouil, voilà, c'est pas pour tout le monde. Puis si vous avez des tips entre vous qui sont Tout super pour booster la lactation, surtout rajoutez-les. Et puis après, il y a des solutions plus médicamenteuses ou des compléments alimentaires aussi qu'on peut prendre. Du fenugrec. On peut prendre des cures de fenugrec, souvent c'est sur 1 mois. Ça marche pas mal, hein. Ça marche pas mal, on a des bons résultats. Après, dans l'alimentation, tout ce qui est fruits secs, les oléagineux. Ouais, tout à fait. Tout ça, ça marche bien, donc faut pas hésiter. Le chocolat, encore une fois, certaines disent que ça fonctionne. Moi, je dis profitons-en. Sur un malentendu, ça peut marcher. Exactement. Mangeons du chocolat. Exactement. Mais voilà, une petite cure de fenugrec, ça peut faire pas de mal. Ça peut pas faire de mal. Voilà. Ok, super. Donc, et puis de toute façon, si jamais vraiment il y a un souci, encore une fois, parlez-en à des pros. Les consultantes, elles sont aussi là pour vous accompagner sur des tirs allaitement. Elles sont là sur l'allaitement au sens large. Donc, si vous vous tirez à l'été et puis qu'il y a un truc qui colle pas, n'hésitez pas à consulter. Il y a des méthodes qui boostent, des méthodes mécaniques, c'est-à-dire on va faire ce qu'on appelle du power pumping. Oui. On va faire plusieurs tétés très souvent de façon répétée. C'est important de vous faire entourer pour ça. C'est quand même compliqué, ça demande du temps, etc. Donc il faut que vous soyez bien encadré pour ces pratiques-là. Mais ça marche bien, c'est bien efficace. Ok, très bien. Donc, si on fait un petit rappel, quand on commence un tir allaitement, on prévoit qu'il va y avoir 8 à 10 tirages dans la journée et qu'on pourra éventuellement espacer ces tirages et donc en avoir moins dans la journée à partir du moment où on aura atteint un plateau de production, c'est-à-dire qu'à chaque tirage, en gros, on a tout le temps la même chose et qu'on saura qu'on est arrivé à notre capacité, enfin qu'on extrait notre capacité de stockage en entier et que la lactation s'est mise en place. Et donc une fois qu'on est là, on voit si ce qu'on produit est raccord à ce que notre bébé a besoin. Oui, non, oui, tant mieux, voire même il y a plus, auquel cas voilà, on peut faire du stock. On peut faire du stock aussi, ça peut servir, et diminuer le nombre de tirages, etc. On y arrive à peu près au bout de combien de temps à ce plateau? Est-ce qu'il y a un timing où... Ça va être aléatoire d'une femme à l'autre. Vraiment, il n'y a pas de règle. Bon, on pourra souvent retrouver autour de 15 jours, plutôt 3 semaines, 1 mois, quelque chose qui ressemble à un rythme. Après, il faut faire attention. Souvent, autour de 3 mois, il y a une petite chute aussi qu'il faut booster à ce moment-là. Donc, soyez à l'écoute de comment ça se passe pour prévenir un petit peu en amont toute baisse de production. Hein. Ouais, écoutez-vous si jamais il y a un truc. Et puis la production de lait, on en a déjà parlé pas mal aussi dans l'épisode sur la prématurité, mais est beaucoup gouvernée par votre état émotionnel et de stress, et c'est normal, c'est ok. Donc si jamais il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, un stress particulier, c'est normal que ça impacte votre lactation, vous inquiétez pas. C'est même pas tellement la production, mais c'est l'expulsion, si j'ai bien compris, de lait qui est impactée. Donc, méditez. Prenez soin de vous, parce que le postpartum, c'est déjà quelque chose qui est fatigant. C'est une période qui est sensible, on ne le dira jamais assez. Oui, tout à fait. On est très sensible à ces moments-là. On est en période de fragilité. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, un tir allaitement, c'est vraiment un don formidable que vous faites à votre bébé. Mais un don, quoi. Avec tout le temps et l'énergie que ça demande. Donc, il faut être indulgente avec soi-même aussi, prendre soin de soi pour pouvoir être au mieux possible avec son bébé, et ça va aller de pair avec la production. On s'occupe bien des autres quand nous, on va bien. C'est une grande base et ça marche à tous les sujets, l'allaitement y compris. C'est une transition parfaite pour parler de comment on se fait soutenir dans ce tir allaitement, où est-ce qu'on peut trouver des solutions, des soutiens finalement pour nous accompagner dans cette période. Alors vous avez l'association La Leche League, la Leche League France, il y en a dans tous les départements de France, donc faut pas hésiter à les contacter. Alors il y a de moins en moins de réunions actuellement, elles sont toujours suspendues pour cause de Covid malheureusement, et c'est bien dommage parce que c'était vraiment un super soutien quand on rencontre d'autres mamans qui allaitent autour de nous, qui tirent à l'aide autour de nous. On se sent moins seul tout simplement. Donc ça c'est vraiment chouette, et si vous les appelez, en général les animatrices elles ont des contacts de mamans qui sont ok pour qu'on les contacte, qui ont les mêmes situations que vous, donc ça c'est vraiment une bonne option.
Vous avez le groupe Tire Allaitante qui est sur Facebook et sur Instagram aussi, qui sont très actives. Donc n'hésitez pas, elles pourront vous apporter du soutien. Ouais, elles sont pleines de soutien et de bons conseils parce qu'elles sont toutes tire allaitantes. Tout à fait. Et en fait, ça aussi, on le répétera jamais assez, le soutien en allaitement, c'est primordial. Quel qu'il soit, on a besoin d'être soutenu, de ne pas se sentir seul, de pas... Il y a aussi, on n'en a pas parlé, tiens, je vais l'aborder, de toute la dimension psychologique autour de ça, parce que ce choix-là n'est pas toujours bien compris par les familles. Par le personnel médical aussi. Je pense qu'il n'y a pas de tire allaitante qui n'ont pas entendu la fameuse phrase « Mais pourquoi tu t'embêtes? Donne-lui un biberon de lait artificiel et basta ». Et donc c'est encore plus difficile quand on vit quelque chose pour lequel on dépense une énergie folle et qu'on n'a pas nécessairement choisi en plus. Exactement, qu'on n'a pas choisi. Parfois, souvent c'est des femmes qui avaient un grand projet d'allaitement, qui ça leur tenait vraiment fort à cœur. Et du coup, elles se disent tant pis, je laisse pas tout tomber, je m'accroche et je fais ça pour mon petit parce que c'est important et qu'elles s'y retrouvent là-dedans. Quand on n'a pas le soutien autour ou qu'on ne se sent pas compris, c'est difficile. Donc encore une fois, vraiment entourez-vous de personnes bienveillantes. Le personnel soignant, hospitalier, médical, ils sont malheureusement pas du tout formés à ça. Pour eux, ça leur paraît un peu fou. Déjà, voilà, on sait toutes que parfois les projets d'allaitement, entre guillemets, j'ai envie de dire un peu plus classiques, paraît dingue. Mais alors là, ils comprennent pas du tout pourquoi on s'embête, etc. Faites-vous accompagner de gens qui sauront vous soutenir. Encore une fois, pardon, mais oui, les consultantes en lactation, les CLC, elles sauront vous accompagner. Et c'est important, quoi, parce que c'est vraiment, encore une fois, un travail de folie, quoi. Ouais, complètement. Ouais. On parle de ces tire allaitements qui ne sont pas... Est-ce qu'on avait fini avec les organismes qui peuvent soutenir, donc les tire allaitantes, la Leche League et puis tout groupe de soutien, en fait, autour tout de groupe de soutien, oui, tout à fait. Voilà, où vous allez vous y retrouver. Des associations, type L'Or Blanc, Vanilla Milk, etc., j'imagine, sont toutes aussi accueillantes avec les mamans tire allaitantes que les mamans qui allaitent directement au sein. J'ai une question, puisqu'on dit que régulièrement, ce n'est pas un choix, le tire-allaitement, et que c'est quelque chose qui est plutôt subi parce qu'on n'a pas pu, parce que mal informé, parce qu'il y a eu des problèmes au démarrage, etc., mais mettre bébé au sein. Est-ce que c'est possible de démarrer sur un tire-allaitement et de passer sur un allaitement au sein si c'est un souhait? Oui, ça c'est possible. C'est super important ce que tu dis, parce qu'en fait, souvent, les mamans ont l'impression qu'une fois qu'elles se sont embarquées là et que le bébé n'a pas été au sein, quand il a 2 semaines, 3 semaines, c'est fichu. Et non, et c'est pas fichu. Alors, surtout le premier mois, des fois, c'est dingue. C'est vraiment des choses que j'ai déjà vues et c'est magnifique. On voit des mamans qui ont bataillé, leur bébé sort d'hospitalisation, elles voient une consultante et puis elles nous demandent si elles ont le droit de mettre leur bébé au sein. Elles mettent leur bébé au sein et là, miracle, le bébé va au sein. Comme s'il avait toujours connu ça. Ouais, comme si c'était une évidence et qu'il fallait juste leur proposer. Exactement. Le premier mois, on peut vraiment obtenir des choses. Avoir un bébé qui se met au sein de façon naturelle. Ouais, donc c'est jamais perdu, quoi. S'il y a des difficultés au démarrage, alors évidemment, parfois c'est quand même un petit handicap au démarrage que de commencer par des bibes ou autre chose. Surtout que parfois, si on commence par ça, c'est qu'il y avait un petit souci de base. Mais parfois, ça peut aussi juste être une passade. Et parfois, pas forcément, parce que parfois, si on a un bébé qui va naître autour des 2 kg, 2,5 kg, ça dépend où on va être. Mais normalement, ce bébé, parfois, il aurait pu aller au sein si on lui avait proposé. Mais les équipes sont plus rassurées d'avoir le bébé scopé dans son lit, etc. Ça leur fait un petit peu peur. Par contre, parfois, c'est mieux, on a beaucoup travaillé là-dessus, donc c'est beaucoup mieux. Mais il aurait pu tout à fait le faire. Ou je pense par exemple à un bébé qui a une fente labiale. Il est né dans une maternité en 2021. On a dit à cette maman qu'elle ne pouvait pas le mettre au sein. Alors que c'est possible. C'est tout à fait possible. Cette maman, elle me demande si elle peut. Je lui dis, vous pouvez tout à fait. Ah ouais, elle met son bébé au sein. Il a tété... comme un chef. Et donc voilà, et donc c'est possible en fait. C'est possible, ne pas se faire confiance. Si c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, etc., faites-vous accompagner. Autorisez-vous aussi à le faire, à lui proposer. C'est possible.
Ok. Ouais. Et une fois passé ce premier mois où tu dis que voilà, là, il peut y avoir des choses assez faciles, même parfois qui reviennent sur un allaitement au sein assez facilement. Une fois passé ce premier mois, qu'est-ce qui complique la tâche ? Alors, on n'a pas trop d'études qui nous parlent de ça. Qu'est-ce qui complique la tâche ? Souvent, ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour le bébé ou peut-être que tout simplement, c'est peut-être les parents qui n'osent plus parce qu'on leur a dit finalement que c'était pas possible. Mais moi, je dis pourquoi pas. Ouais. Un bébé apprend à téter en tétant. Donc, à partir de ça, il y a beaucoup de choses qui sont possibles finalement. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup Est-ce qu'on peut dire par contre que quoi qu'il arrive, c'est vrai que remettre un bébé au sein quand il a pas mal tété sur un biberon ou autre chose et qu'il n'a pas vraiment connu le sein, ça demande un peu de patience, quoi, ouais, a priori. Tout à fait. Sauf cas comme dont tu parlais, là, assez un peu miraculeux, où d'un coup... C'était des petits bébés, moi de moins d'un mois, mais c'est possible. Après, ça peut demander une petite, entre guillemets, rééducation. Au départ, peut-être qu'il ne voudra pas, il faudra peut-être essayer plusieurs fois, et puis peut-être un jour ça viendra, ou essayer avec un dalle pour qu'il ait ce lait qui arrive et qu'il se mette à téter à ce moment-là. Ça peut être des petites techniques comme ça qui marchent, mais voilà, si ça vous tient à cœur, il y a des choses qu'on peut envisager. Ouais, rappelons que le dalle, vous savez, c'est ce petit tuyau avec une seringue au bout et du lait dedans. Et donc, quand on le met, vous avez votre bébé au sein et puis il y a le tuyau qui passe aussi dans sa bouche. Et le bébé, quand il tète, il va finalement aspirer lui-même l'air qui vient... n'importe quoi. Le lait. Il va aspirer le lait qui vient... Pas l'air, pitié, il va avoir mal au ventre. Le lait qui vient depuis le tuyau et un peu plus facilement que d'extraire le lait au sein. Et c'est d'ailleurs une méthode pour compléter les bébés dans les démarrages d'allaitement quand ils sont un peu... quand ils ont un peu de mal. Ok, très bien. J'avais posé la question à la communauté Instagram avant qu'on commence le podcast. Et donc, il y a 2-3 questions qui sont ressorties. Il y a une maman qui me disait, quand je tire, en gros, il n'y a pas grand-chose qui coule, juste quelques millilitres. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on est tout égal face au tire-lait ? Est-ce qu'il y a des femmes qui, même avec une bonne production, n'arriveront pas à extraire leur lait au tire-lait ? Non, ça n'existe pas. Alors, moi je dis jamais ça n'existe pas, parce qu'on est tellement toutes différentes. Mais a priori, il faudrait déjà voir à quel moment c'est. Est-ce que c'est au tout début ? Parfois au tout début, je vous ai dit, période colostrale, au départ on va rien avoir. On va juste stimuler. Est-ce qu'il faut vérifier absolument la taille des tétrelles ? Est-ce que c'est ça qui est adapté ? Encore une fois, est-ce que le matériel est adapté ? On revient au démarrage de l'épisode. Ouais. Le rythme aussi du tire-lait. Pensez à régler l'intensité, la fréquence, etc. C'est différent. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner s'il n'y a rien. Il faut voir ce qui est possible de faire. Est-ce qu'il y a un contexte particulier médical de la maman ? Voilà, je n'ai pas toutes ces infos-là, donc c'est un peu difficile d'y répondre comme ça. Mais ça vaut le coup de faire un petit point pour voir ce qui se passe. Ok, très bien. En parlant du rythme du tire-lait, parfois quand les mamans me racontent leur quotidien en consultation, et qu'il y a en partie du tire-allaitement, j'ai un peu cette sensation qu'elle pousse le tire-lait, tu vois, au maximum pour qu'il tire le plus fort possible et qu'il y ait le plus possible de lait qui sorte. Et dans mon souvenir de mes formations, je crois me souvenir qu'en fait, il y a un niveau sur lequel c'est ok pour notre sein, c'est pas censé faire mal, et à un moment, tirer plus fort ne tirera pas plus. Est-ce que tu peux nous refaire un point là-dessus pour qu'elles ne s'arrachent pas les seins dans leur tire-lait ? Je confirme, en fait. Il faut, en fait, au démarrage, on va avoir un rythme rapide, ça c'est pour stimuler, et une intensité faible. Oui. Ça c'est comme si on se faisait des petits... ou comme si on peut aussi faire des petites caresses au départ avant de mettre le tire-lait, ça va permettre de stimuler un petit peu tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, le rythme vient de plus en plus lent et un petit peu plus intense. Mais il n'y a pas besoin de tirer... Non, je n'ai jamais vu ou proposé à fond le tire-lait, en fait. En gros, du moment que ça coule, quoi. Exactement. Il n'y a pas besoin... Si vous mettez à fond, vous risquez juste de vous blesser. Bien souvent, il faut juste respecter. Au début, c'est rapide, intensité faible. Et après, c'est lent, comme le mouvement de succion d'un bébé, en fait. Le bébé, quand il tète, il ne fait pas des suctions rapides, sinon c'est souvent qu'il... Il joue plutôt avec le sein. Et quand c'est des intensités lentes comme ça, avec une intensité moyenne, voire basse, ça suffit. Ok. Il y a certains tire-laits qui sont déjà pré-réglés. C'est-à-dire que dès qu'on va les allumer, on va tomber sur le rythme de stimulation. Et puis après, il va passer tout seul en rythme de tirage. D'accord. Ouais, ça c'est pratique aussi.
Ok. Pour cette maman, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont dans cette situation et qui, quand elles sont au tire-lait, se disent il n'y a rien qui sort. Et parfois, ça peut même être angoissant parce que si elles ont le bébé au sein, le reste du temps, elles se disent est-ce que vraiment ils mangent assez ? Est-ce que c'est possible, si on reparle, tu vois, de ce stress et qui empêche la production, qui empêche l'éjection du lait, est-ce que c'est possible que le tire-lait, ce soit tellement le truc pas sexy, tu vois, dans l'imaginaire, que ça bloque un petit peu l'éjection? Ouais, ça peut bloquer des choses, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis si on est très stressé, il faut jamais oublier que l'hormone du stress, le cortisol, est l'antagoniste de l'ocytocine. D'accord. C'est-à-dire que quand vous venez trop stressé, vous bloquez votre ocytocine, pas d'ocytocine, pas de réflexe d'éjection. Ouais, d'accord. Donc vraiment, la prolactine produit, l'ocytocine éjecte. Exactement. Donc se détendre, quoi. C'est pas pas facile à hein. dire, C'est pas toujours facile. Ouais, donc vraiment, faites-vous accompagner, soutenir. Il faut que vous ayez un environnement le plus propice possible à votre allaitement ou votre tire-allaitement. Mettez de la mousse autour de vous, quoi. Il faut que tout soit smooth. Très bien. Il y avait une autre question qui était intéressante et qui rejoignait un petit peu l'épisode sur la reprise du travail. Donc, une fois qu'on a repris le travail, les mamans me demandent à quel moment, finalement, on peut arrêter de tirer son lait en journée sans mettre notre lactation en péril. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel c'est moins risqué ? Peut-être, je sais pas, des quantités, un poids de bébé. Ouais. Alors encore une fois, ça va dépendre d'une femme à l'autre. Il y a des femmes très rapidement, elles pourront arrêter et ce sera ok. Ça va dépendre aussi de ce qu'on fait quand on a le bébé avec soi. C'est-à-dire que et de combien de temps vous travaillez. Et si vous travaillez 5 jours par semaine non-stop et que vous avez que les week-ends où vous récupérez des tétés, ça va peut-être faire un peu juste. Si vous travaillez une fois par semaine que vous n'avez pas votre bébé, ça va être ok. Ça va être aussi selon la souplesse de vos seins. Est-ce que à 16h, vous êtes prête à imploser ? Parce qu'en fait, il faut se rappeler que quand vos seins vont se remplir et vont rester pleins, ça envoie un message au cerveau qui dit « Ah bah là, il y en a trop, quoi. Donc je baisse la production. » Si ça arrive très peu et qu'en complément, votre bébé est peut-être encore la nuit, vous l'avez très régulièrement, que ce n'est pas des grandes journées que vous faites, etc., là, ça va être OK. Si c'est fait de façon répétée, ça risque en effet, au fur et à mesure, de faire baisser la lactation. Ouais. Moi, vous voyez, je voulais... je raconte ma vie, mais je voulais reprendre le travail et je voulais pas tirer au travail. Je trouvais ça trop compliqué. Et du coup, je donnais à manger à mon petit le matin et le soir. J'avais un enfant qui dormait la nuit. Donc, résultat des comptes, il n'y avait ni de tété la nuit parce qu'il dormait et grand bien lui fasse. J'étais ravie. Et pas non plus de tété la journée quand j'étais au travail. Et du coup, je lui donnais à manger le matin. Et puis, après qu'il ait mangé, je retirais. Donc, en fait, je faisais une énorme stimulation le matin. Pareil le soir, une énorme stimulation le soir, je retirais après qu'il ait mangé. Mais ça reste que voilà, la lactation, elle s'est adaptée à ça. J'avais des stocks, ça lui a permis d'être au lait maternel exclusivement pendant longtemps. Mais évidemment, ma lactation, elle s'est mise au diapason de ça et c'était tenable la journée. Mais c'est au prix d'une lactation qui baisse un petit peu. Alors, mais il se trouve que j'avais une capacité de stockage de dingue et que c'était pas très handicapant vu le projet d'allaitement que j'avais, mais il faut vraiment que vous mettiez en lien votre projet, que ce soit perso, allaitement, boulot, et que vous fassiez tout à fait. La balance entre tout ça pour trouver la meilleure solution pour vous, quoi. C'est pour ça que c'est très difficile en allaitement d'avoir des réponses toutes faites à des questions, parce qu'il faut prendre en compte beaucoup de choses. Ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a envie que ça dure longtemps, est-ce que c'est plusieurs fois par semaine, il y a plein de choses à prendre en compte. J'ai beaucoup de mamans qui me disent, je reprends le travail, je voudrais qu'il se réveille plus la nuit, mais je voudrais garder la tétée du matin et du soir. En fait, la plupart du temps, ça peut durer un petit temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais petit à petit, ça risque de se tarir. Ouais. Donc voilà. Après, c'est en fonction. Si notre projet, c'est de reprendre et d'avoir un sevrage comme ça en douceur, ça peut être super chouette. Hein. Ouais. Si c'est OK pour vous, c'est vraiment chouette. C'est un sevrage progressif et c'est OK. Il faut vraiment réfléchir à ce qui est OK pour vous et puis toujours se dire qu'il n'y a jamais rien de définitif. Vous pouvez tester une solution, vous dire qu'elle n'a pas l'air de si bien fonctionner que ça, que la lactation... stagne et que stagne ou diminue et que ça vous convient pas et puis la rebooster. En fait, il n'y a jamais rien de complètement perdu, mais encore une fois, faites-vous accompagner quand les difficultés
se cumulent, c'est que c'est le moment de consulter. Et puis là, si vous avez un truc qui est bien mis en place, ça peut être aussi parfois ne serait-ce que faire un visio avec une consultante pour qu'elle puisse faire un point sur la situation, savoir de quoi ce bébé a besoin. Et ça s'est quand même vachement développé depuis le Covid. Il faut en profiter parce qu'on n'a pas toutes des consultantes à côté de chez soi. Tout à fait, ouais. Surtout que les sevrages, etc., c'est très, très adapté aux visios. Finalement, on n'a pas besoin de forcément venir voir une tétée puisque ça roule. C'est des questions plus logistiques, comment vous vous organisez, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Ok, super. Bien, écoute, je crois que c'était tout. Est-ce qu'on peut allaiter de temps en temps, tir allaiter et allaiter, faire un peu comme on veut, quoi. Alors, faire un peu comme on veut, c'est possible. Il y a quelqu'un d'autre qui va donner son avis, c'est le bébé. Est-ce que ça va être OK pour lui ? C'est ça. Vous allez voir s'il veut danser sur ce pas-là avec vous. Ça dépend si vous avez, par exemple, je dis n'importe quoi, fait au départ que de l'allaitement exclusif au sein, et puis vous reprenez le travail, mais vous avez envie de garder les tétées. Dans ce cas-là, ça risque de ne pas poser de soucis du tout. Okay. Voilà, c'est vraiment... vous allez voir ensemble, en fait, ce qui est possible de faire... Ok, très bien. Ouais, donc toujours pareil, vous, votre bébé, le contexte, il faut, comme tu dis, danser avec tout ça pour essayer de trouver ce qui convient le mieux à tout le monde. Ok, donc voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On avait une question sur est-ce que c'est possible de mettre en place du mixte dès le début ? Oui, pourquoi pas, encore une fois. Est-ce que ce bébé t'aide bien, pas bien ? Quel risque, entre guillemets, on prend ? Faites-vous accompagner, en fait, voilà. Après, chaque question, en gros, que vous m'avez posée nécessite des réponses qui sont assez individuelles. Et si vous n'avez pas trouvé de réponse dans tout ce qu'on a dit là, c'est certainement que cette situation nécessite d'être prise à part entière. Et donc là, je vous invite à consulter parce qu'il n'y a pas un podcast qui pourra remplacer une consultation individualisée. Sonia, est-ce qu'on s'est tout dit ? Est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit sur le tir-allaitement ? Je pense oui. Je pense qu'on peut quand même féliciter toutes ces mères qui font ces choix super courageux et vraiment un don incroyable. Moi, vraiment, c'est incroyable parce que ça prend un temps fou avec une reconnaissance de l'entourage parfois vraiment difficile à avoir. Par exemple, les conjoints vont souvent avoir comme discours de dire « mais je comprends pas pourquoi tu t'épuises à faire ça alors que ce serait si simple, etc. » Vous faites les choses en fonction de vos convictions. Ça vous demande énormément de temps et d'énergie. C'est génial, quoi. Vraiment, ouais, pareil. Chapeau, je vous adresse tout mon soutien quand je vous vois arriver en consultation et que vous me dites que vous tirez à l'été, parfois depuis hyper longtemps et tout. Franchement, je suis admirative. Mais je suis souvent admirative de l'énergie que vous mettez, même sans parler de tir allaitement, pour allaiter vos bébés et de tout ce que vous mettez en place pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Alors, mais encore en plus... tir à l'été, voilà, pour avoir eu un tire-lait comme meilleur pote pendant un moment, je l'adorais parce qu'il me soulageait autant que je le détestais parce qu'il me prenait de la place, qu'il faisait du bruit et que j'avais qu'une envie, c'était qu'il sorte de ma vie. Donc voilà, quand le tire-lait est devenu une personne à part entière dans la maison, je vous admire. Les mamans sont incroyables. Ouais, vous développez une force pour vos bébés qui est dingue, donc bravo pour ça. Et si c'est pas votre truc, je vous admire tout autant. Vraiment, ne voyez pas ça comme une incitation à le faire si jamais ça se passe pas bien. Le lait en poudre et les préparations pour nourrissons sont aussi une bonne solution dans plein de cas. Et ça, c'est à vous de décider. Encore une fois, vous, votre bébé, votre conjointe et l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc voilà, ne retenez qu'une chose, c'est que quoi que vous fassiez, vous faites le meilleur à cet instant T de ce que vous pouvez faire. Alors, continuez. Tout à fait. Merci beaucoup, Sonia. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Ravie de t'avoir reçu et d'avoir milkshaké avec toi. Et à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez
et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Spending last week struggling for my first to fight. Broken dreams weighing me down.